Aujourd'hui, nombre de féministes défendent la condition des femmes par rapport aux droits acquis dans l'histoire et à ceux qu'elles doivent encore acquérir, en particulier par rapport à ceux des hommes. Pourtant, la libération de la femme dépend avant tout d'un autre paramètre bien plus important, les conditions d'existence de l'époque. Dans cette interview, Vera Nikolski nous explique le rôle dominant de la révolution industrielle dans l'affranchissement des femmes et nous alerte sur les dangers de la décroissance à venir. Si les moyens matériels se raréfient, la condition des femmes fera-t-elle marche arrière malgré des droits reconnus ? Bonjour Vera Nikolski. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre interview. Vous êtes docteur en sciences politiques, normalienne, auteur d'un livre, Féminicène, les vraies raisons de l'émancipation des femmes, les vrais dangers qui la menacent, publié en 2023 aux éditions Fayard, dans lequel vous faites un bref retour historique et un bilan de l'état du féminisme ou de l'idéologie féministe aujourd'hui en 2023, particulièrement en France. Ce bilan est critique puisque vous souhaitez mettre en lumière les faiblesses de ce mouvement qui, selon vous, passe à côté de son histoire et du véritable enjeu qui menace la condition que les femmes ont acquise. Réagir face à la décroissance, la crise environnementale, la crise des ressources. Quelle serait finalement la place de la femme si le niveau de vie régresse dans notre société thermo-industrielle basée sur les énergies fossiles en voie de raréfaction? Vous utilisez une approche matérialiste dans votre propos qui s'oppose justement à l'idéalisme que l'on retrouve chez les féministes actuelles. Donc on va commenter ce livre aujourd'hui. Vous pouvez retrouver le lien en description. On vous conseille vivement cet ouvrage qui est très bien écrit et qui se lit très facilement. Donc tout d'abord, vous en parlez dans votre livre, vous êtes à rebours des gender studies qui vont dénoncer un patriarcat socialement inscrit. Vous dites qu'il y a une domination même masculine qui est en réalité assez naturelle, assez universelle. Voilà, tout n'est pas construction sociale. Comment l'expliquez-vous? Alors, je nuance tout de suite, c'est bien pour commencer. Je ne m'oppose pas réellement à l'idée d'une dimension idéologique dans les inégalités entre les hommes et les femmes, dans ce que les féministes souvent, en tout cas beaucoup de courants de féminisme, appellent le patriarcat. Je ne nie pas du tout l'existence d'une dimension idéologique. Elle est réelle, est présente et très probablement présente dès le départ. Elle est assez inséparable des autres facteurs qui ont pu déterminer cet état de fait. En revanche, ce qui m'en différencie effectivement, c'est que je ne pense pas que cette domination n'est que le facteur idéologique comme base. Au fondement de cette inégalité entre les hommes et les femmes qui caractérise l'ensemble des sociétés humaines, l'ensemble des sociétés primitives également, à des degrés très divers. Ce n'est pas un continuum total, il y a des sociétés dans lesquelles la place de la femme est plus ou moins dévalorisée par rapport à la place de l'homme, mais dans toutes les sociétés, il y a un certain degré d'inégalité. Donc au fondement de cette inégalité, il y a aussi un facteur objectif qui explique d'ailleurs l'universalité de cette inégalité. C'est-à-dire que le fait que cette inégalité se retrouve dans toutes les sociétés primitives et dans l'ensemble des sociétés humaines historiques, jusqu'à une époque très récente, sur laquelle on va revenir ensuite, ce fait s'explique par le fait que, outre l'idéologie, à côté de l'idéologie, à la base de l'idéologie, il y a aussi un facteur objectif matériel. Vous l'avez dit, contre l'idéalisme ambiant qui tend à tout expliquer par les idées, j'essaie de m'intéresser aux facteurs matériels, physiques, qui pèsent, qui constituent les facteurs qui déterminent en partie notre univers, notre environnement, et qui pèsent également sur les relations sociales. Donc, pour ce qui concerne les hommes et les femmes, au fondement de cette inégalité, il y a ce qu'il y a de plus premier comme facteur physique, notamment dans un environnement très fruste qui était celui des sociétés primitives, c'est-à-dire le corps humain. Le corps humain qui est le premier facteur de production, le premier outil avec lequel les êtres humains ont exploré l'environnement et ont fait de la production. Et ce corps, il est différencié. Nous sommes une espèce sexuée, donc les hommes et les femmes n'ont pas exactement le même organisme. Il y a une série de différences qui sont notamment centrées sur le rôle procréatif. Le rôle procréatif qui pèse beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes, parce que ce sont les femmes qui engendrent dans leur corps.
Et dans des sociétés primitives où l'engendrement accapare une grande partie de leur biographie, de leur temps biographique, eh bien, cet accaparement qui réduit leur mobilité, qui réduit leur force physique, qui réduit leur capacité de déplacement, détermine la division sexuelle du travail qui est à la base du fonctionnement de toutes les sociétés primitives de chasseurs-cueilleurs et qui continue en fait sous des formes différenciées ensuite tout au long de l'histoire jusqu'à en gros la révolution industrielle. Cette division sexuelle du travail où la femme se retrouve confinée à des fonctions davantage liées au foyer, alors que l'homme est plus en déplacement et plus dans l'engagement physique, avec l'usage des armes, la chasse, la guerre, etc. Eh bien oui, on pourrait en rester là, on pourrait en rester juste à une différence sans sombrer dans l'inégalité. Il se trouve que l'espèce humaine, quand elle est confrontée à des avantages durables qui sont conférés à certains groupes et pas à d'autres, a tendance à les transformer en rapport de domination. Donc on retrouve cette inégalité plus ou moins prononcée dans l'ensemble des sociétés, à la base, à partir de cette différence. Et puis ensuite, tout de suite, en fait, il y a l'idéologie et les normes qui se greffent par-dessus. Parce que l'être humain aussi donne du sens à tout ce qui lui arrive, donc cette différence, cette inégalité est traduite en impératif. Finalement, si les choses sont ainsi, eh bien, c'est qu'il est bel et bon qu'elles le soient ainsi, et ça se perpétue ensuite. Donc le facteur idéologique, il n'est pas absent. C'est juste que je ne donne pas le même poids aux deux. D'accord. Et justement, à partir de tout cet historique, vous revenez, vous documentez ce point de bascule qui se fait au XIXe siècle, et donc vous citez de nombreux auteurs, et vous avancez que la libération de la femme s'est finalement faite sans rapport de force. Donc quelle explication donner pour justifier que les hommes changent le discours, leur comportement, et acceptent une nouvelle organisation sociétale qui inclut la femme autant que lui? Quand je parle de l'absence du rapport de force, je pense aux luttes féministes ou proto-féministes, parce qu'elles ne s'appelaient pas encore ainsi, les luttes des femmes, soit des individualités, soit des petits mouvements, ensuite des mouvements un peu plus gros, qui apparaissent dans les pays occidentaux, notamment en France, aux États-Unis, en Angleterre, à peu près à la même époque, à partir de la Révolution française, vraiment tout doucement, et puis ensuite tout au long du XIXe siècle. Il y a des voix qui s'élèvent contre cette inégalité dont souffrent les femmes, mais ce sont des combats qui restent très limités. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mouvement de masse. Les mouvements de femmes n'ont jamais été des mouvements de masse avant la deuxième moitié du XXe siècle, on va dire. Il n'y a pas d'action de force au sens premier du terme. Bon, les mouvements des femmes n'utilisent pas la force physique, il n'y a pas de violence armée, il n'y a pas non plus de rapport de force économique, blocage avec une grande grève qui aurait paralysé le pays, etc., qui sont des moyens qui sont utilisés dans les luttes sociales, dans les luttes de libération nationale, où on voit assez clairement le rapport de cause à effet. Il y a une mobilisation, rapport de force, confrontation, et puis ensuite un autre état de fait où on gagne certains avantages, où on perd et on ne gagne pas. Ici, il n'y a rien de tel. Il y a bien des voix féminines ou masculines d'ailleurs qui s'élèvent en faveur de l'égalité, mais ce sont des voix qui restent finalement peu audibles. Ce sont des combats qui au début sont marginalisés, qui ne sont pas du tout suivis. Et donc, le mouvement d'émancipation, de droits de plus en plus étendus qui sont progressivement octroyés aux femmes à partir de la fin du XIXe siècle, se présente avant tout comme une espèce de mystère, une espèce d'énigme. Pourquoi, effectivement, à un moment donné, des assemblées exclusivement masculines, à cette époque, décident d'ouvrir, par exemple, les études supérieures aux femmes? Pourquoi est-ce que les femmes sont acceptées d'un coup dans les universités de médecine ou de droit? Pourquoi est-ce qu'on décide ensuite, au début du XXe siècle, de leur donner le droit de vote dans l'ensemble des pays occidentaux peu à peu? Bon, la France est un peu à la traîne, mais bon, finalement, à l'échelle de l'histoire, c'est pas non plus énorme comme décalage. Pourquoi? Alors que, bon, on évoque les suffragettes, c'est vraiment la forme la plus violente de la lutte, mais même le mouvement des suffragettes, c'est vraiment très limité comme mobilisation quand on pense à d'autres formes de lutte qui ont pu avoir lieu dans l'histoire. Donc, au regard de cette inégalité entre les deux sexes qui est très ancienne, qui est très établie, qui est universelle, ce n'est pas juste un pays, c'est vraiment l'ensemble des sociétés qui la connaissent, c'est vrai que c'est un peu mystérieux. On se demande par quel miracle, subitement, ces droits leur ont été octroyés. Et donc, face à cette explication un peu insatisfaisante
par les seules luttes, par les seules idées. Bien sûr, les idées ont joué dans l'infusion des nouvelles valeurs et la possibilité de penser ces nouveaux droits. Mais cette explication ne m'a jamais semblé entièrement satisfaisante. Donc face à cette explication un peu carrossée, j'essaie de voir ce qui s'est passé du côté des facteurs matériels, des facteurs physiques, économiques et technologiques. Parce qu'il me semble que la transformation de notre monde matériel, de notre monde technologique, constitue une condition de possibilité qui explique pour beaucoup comment dire, la bonne volonté soudaine dans toute une série de pays occidentaux de faire évoluer le statut des femmes. Et quand je parle de la transformation de notre monde matériel, vous l'avez dit, je pense aux conséquences de la révolution industrielle, qui est une rupture anthropologique majeure pour nos sociétés. Une rupture anthropologique majeure, on parle parfois de l'entrée dans l'anthropocène, l'époque des hommes, l'époque de l'homme avec un grand H, où l'humanité commence à agir sur son environnement, à agir sur le monde, avec une force décuplée, à laisser une empreinte beaucoup plus profonde. Et vous l'avez dit également, c'est dû au recours croissant à l'énergie, aux énergies fossiles, le charbon d'abord, le pétrole ensuite, bon, le nucléaire plus tard, qui permet le décollage de toutes les courbes d'un coup. C'est vraiment une époque où le mouvement de l'humanité, le mouvement de l'histoire qui se faisait un peu au ras des pâquerettes. On avait une croissance économique, une croissance de la population, mais ça faisait vraiment peu à peu, avec des à-coups, avec des retours, des variations. D'un coup, tout décolle. La courbe de la population, la courbe du PIB par habitant également, malgré la croissance de la population, liée donc à cette envolée absolument spectaculaire du recours à l'énergie. Et cette croissance économique et démographique, elle a comme conséquence ou comme mouvement qui l'accompagne le progrès technologique cumulatif qui transforme en profondeur tout notre environnement. Notre monde matériel dans lequel nous vivons aujourd'hui n'a plus rien à voir, mais littéralement rien à voir avec celui dans lequel évoluaient nos ancêtres il y a 200 ans à peine. C'est-à-dire que si on décompose notre vie quotidienne en gestes qu'on fait du matin au soir, et on peut dire de la naissance à la mort, on verra que ce ne sont pas du tout les mêmes gestes, les mêmes actions quotidiennes que ce que faisaient les gens il y a 200 ans, qui, eux, faisaient des choses qui se faisaient, comment dire, plus ou moins avec des variations folkloriques, mais un peu partout dans le monde et un peu de tout temps. Aller chercher de l'eau, allumer le feu, n'est-ce pas, faire pousser des légumes dans son jardin pour avoir assez à manger, confectionner les vêtements, etc. C'était des choses que les gens faisaient au quotidien, que nous ne faisons plus. Et nous ne les faisons plus parce que la révolution industrielle qui a équipé notre monde avec une infrastructure technologique omniprésente a conduit à une division croissante, elle aussi, c'est vraiment aussi une courbe qui décolle, de la division sociale du travail, non plus sexuelle mais sociale, de plus en plus sophistiquée. La division sociale du travail n'est pas née avec la révolution industrielle, mais la révolution industrielle l'accélère prodigieusement, ce qui fait qu'une très grande partie de ces gestes quotidiens sont désormais externalisés au profit d'autres gens quelque part qui les effectuent pour nous, dans des usines construites avec du métal qui fonctionnent grâce à l'énergie extraite du sol et qui nous permettent à nous d'avoir un quotidien relativement libéré de ces contraintes, n'est-ce pas? Et donc ces contraintes, elles jouent pour tout le monde. Elles jouent pour les hommes, elles jouent pour les femmes, mais pour les femmes, elles jouent particulièrement parce que du fait de cette division sexuelle du travail qui est confinée à des tâches davantage réservées au foyer, eh bien cet allègement du travail domestique joue beaucoup plus pour elles. Et puis elles bénéficient d'un autre mouvement très important qui est une dérivée du progrès technologique, qui est le progrès médical. Progrès technologique et scientifique, et le progrès médical qui les libère en premier lieu, non pas par la pilule, par l'avortement, etc., ce sont des acquis très récents, et j'utilise cette expression, la cerise sur le gâteau, qui vient couronner le tout. Elles en bénéficient avant tout par le biais de la baisse de la mortalité infantile, la baisse de la mortalité infantile qu'on doit au vaccin, à la pasteurisation, à l'eau purifiée dont on bénéficie dans les villes, aux antibiotiques à la fin, enfin, voilà. L'ensemble des dispositifs médicaux qui permettent aux petits-enfants d'arrêter de mourir. Jusqu'à la fin du 19e siècle, en fait, la mortalité infantile est très élevée, mais vraiment réellement très élevée. On a vraiment oublié le sens de ces chiffres, mais à cette époque, un enfant sur deux, à peine, arrive à l'âge adulte. Donc, comme les femmes perdent, les hommes, les femmes, les familles perdent beaucoup d'enfants, la natalité ne peut être que élevée. Ce n'est que lorsque la mortalité infantile baisse
qu'on peut commencer à faire moins d'enfants, ce qui là aussi libère du temps biographique pour les femmes. Et en face, il y a cette dynamique du capitalisme industriel qui demande des bras, qui diversifie prodigieusement les emplois et la nature des emplois qui existent, parce que derrière l'industrialisation, il y a le secteur tertiaire qui se développe, et les femmes, comme d'ailleurs les habitants des campagnes, il y a aussi l'exode rural, on tire vraiment le maximum de bras pour participer à ce mouvement économique. Les femmes entrent à la faveur de ce mouvement dans le salariat, parce qu'elles sont à la fois davantage disponibles, grâce à la réduction de ce temps accaparé par les enfants et le travail domestique, et elles sont demandées sur le marché du travail, parce qu'il y a une demande de la force des bras. Donc c'est la rencontre de ces deux mouvements qui fait que le travail extérieur des femmes devient opportun dans ce nouveau système, ce qui explique sans doute la facilité avec laquelle des droits leur ont été accordés, parce qu'il s'agit d'un ajustement en fait à une nécessité économique, une nécessité pratique. Voilà, donc c'est en gros les facteurs matériels, économiques et technologiques sur lesquels j'essaie d'appeler l'attention dans le livre. Donc les hommes finalement n'ont pas vraiment eu le choix. Oui, c'est-à-dire qu'après, il n'y a pas de déterminisme mécanique. Ce n'est pas... dans une certaine mesure, si, ils avaient le choix, et c'est sans doute là que les idées jouent, les mobilisations jouent, parce que, je cite Marx à l'exergue à l'un des chapitres de mon livre, l'humanité ne se pose jamais que des problèmes qu'elle peut résoudre. Parce qu'à y regarder de plus près, là où le problème se pose, les moyens de le résoudre soit existent déjà, soit sont en voie de devenir. Donc au moment où ces idées émergent, c'est aussi parce que des conditions apparaissent pour que le problème de l'inégalité puisse être résolu. Et donc la question se pose, l'inégalité devient un scandale parce qu'il n'y a plus de base matérielle qui l'interdirait. Voilà. Dans une société où elle est matériellement impossible du fait des contraintes physiques et matérielles qui pèsent sur l'humanité, eh bien la question ne se pose pas vraiment, où elle reste très minoritaire. Dans une société qui a changé et où ces contraintes sont en grande partie levées, la question se pose avec une acuité nouvelle. Et donc elle devient un scandale, donc ça active l'indignation et ça lance aussi les mouvements de protestation. Alors, on le sait, avec l'industrialisation, il y a eu la financiarisation et l'avènement du capitalisme. Et vous revenez justement sur le lien entre capitalisme et domination masculine, qui, selon vous, est erroné. Et c'est d'ailleurs l'un des arguments que vous reprenez pour repousser l'intersectionnalité des luttes, qui pense la femme comme une opprimée face à l'homme capitaliste. Donc finalement, en fait, le monde capitaliste est celui qui offre les meilleures conditions de vie à la femme. Donc pourquoi ce décalage entre la réalité matérielle et les discours néo-féministes? Vous citez par exemple Sandrine Rousseau. Oui, il y a en effet cette idée, chez un certain nombre de féministes, qu'il y a une espèce comment dire, de consubstantialité entre le capitalisme et la domination masculine, ou en tout cas que ces deux phénomènes ont partie liés. Alors, c'est vraiment une idée qui me semble, représenter avant tout un scandale logique, d'accord? Parce que la domination masculine, l'inégalité entre les hommes et les femmes, c'est un phénomène beaucoup plus ancien que le capitalisme. Elle caractérise vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des sociétés humaines à des degrés très divers, mais elle les caractérise toutes. Et le capitalisme, au contraire, est un phénomène très récent dans l'histoire humaine. Si on s'intéresse à la société féodale, je ne sais pas moi, le Japon féodal, si on s'intéresse à la Grèce antique, si on s'intéresse, je ne sais pas, à Babylone, dans les premières civilisations, enfin, nulle part on ne trouvera de société où il y aurait eu une égalité entre les hommes et les femmes. Je ne sais pas, on peut lire le Code d'Hammurabi. Voilà. Donc l'idée que cette inégalité serait vraiment consubstantiellement liée avec le capitalisme, elle est juste historiquement fausse. Il n'y a pas à se poser de questions. Là où je pense, pourquoi cette idée a pu naître, c'est, je pense, en partie parce que les débuts du capitalisme, où justement les fondements matériels de l'inégalité commencent à être remis en cause, je l'ai dit juste avant, donnent à cette inégalité un aspect scandaleux. C'est-à-dire qu'on sent dès le début, je pense, que cette inégalité est en grande partie arbitraire dans les nouvelles conditions de vie qu'on est en train d'acquérir. Et comme elle est en grande partie arbitraire, oui, il y a un moment, au début du
de ce mouvement de capitalisme industriel où l'idéologie, entre guillemets, redouble de force. Il y a plus de théorisation, il y a plus d'injonctions, justement parce que les contraintes matérielles, elles, jouent peut-être moins en ce sens. Donc il faut redoubler d'efforts pour que les choses ne changent pas. Je ne sais pas, en France, le 19e siècle s'ouvre sur une époque plutôt, un moment plutôt réactionnaire du point de vue des droits des femmes. Le Code Napoléon est assez clair en ce sens, etc. Mais ça ne dure pas. C'est-à-dire que historiquement, avec un petit décalage, mais de quelques décennies, qui peut être très long à l'échelle d'une vie, mais très court à l'échelle de l'histoire, le développement du capitalisme industriel, c'est le mouvement qui va conduire, par ses conséquences matérielles, à la possibilité de libération pour les femmes. Historiquement, c'est comme ça. C'est le capitalisme industriel dans les pays occidentaux qui lance ce mouvement. Après, je n'en fais pas non plus, comment dire, je ne pense pas qu'il y ait un lien consubstantiel, philosophique ou ontologique entre le capitalisme et l'émancipation des femmes. Quand on prend par exemple des pays de l'Est au XXe siècle, qui sont des pays socialistes, on ne va pas dire qu'ils sont communistes, on peut dire que c'est du capitalisme d'État, bon, du socialisme imparfait, il y a des tas de débats sur la question, mais disons que quand même l'économie est organisée d'une manière très différente, quel que soit le nom qu'on accole à ces sociétés. Eh bien on s'aperçoit que dans ces pays, l'industrialisation produit exactement les mêmes effets. C'est-à-dire que les femmes accèdent tout autant au travail extérieur, leurs opportunités professionnelles, économiques, politiques, etc. Sont beaucoup plus grandes qu'auparavant. Donc, plus que le capitalisme lui-même, c'est l'industrialisation et la transformation matérielle du monde qui m'intéresse. Mais il est vrai que historiquement, on n'y peut rien. C'est vrai que ça a commencé en Occident avec le capitalisme. Donc oui, et pourquoi c'est comme ça dans les représentations militantes il y a des théorisations qui essayent d'expliquer cette consubstantialité qui, à mon avis, sont en grande partie dans l'erreur. Et après, il y a aussi l'aspect moral. Je pense qu'il y a l'aspect moral de se dire que tous les opprimés sont dans le même bateau, donc on essaie d'agréger les luttes. Ce qui est une intention sympathique, mais qui me semble ne pas marcher du point de vue historique. Alors, dans votre livre, une fois l'historique de la libération des femmes fait, vous affirmez que la position des femmes à égalité, on s'entend avec les hommes, reste récente et fragile. Et vous parlez également de toutes ces femmes qui travaillent, qui font leurs preuves, qui ont des compétences dans une société mixte qui fonctionne. Donc là, je commence un petit peu à vous challenger. On parle plus souvent aujourd'hui d'inscription de l'IVG dans la Constitution plutôt que de retirer le droit de vote aux femmes. Donc pourquoi est-ce que la condition de la femme finirait par régresser avec un rapport de force? Est-ce que finalement on tend pas vers une société, puisque l'égalité peut-être ne fonctionnera pas, vers une complémentarité acquise tout simplement? Alors si notre monde ne change pas, si on continue sur le mouvement des courbes ascendantes, ou du moins un peu stationnaire, du point de vue économique, technologique, etc., à mon avis, le mouvement est bon. Effectivement, l'égalité entre les hommes et les femmes progresse. Elle progresse dans les pays occidentaux, lentement aujourd'hui parce que, bon, on est quand même arrivé à un stade assez élevé d'égalité. Il reste des inégalités dans certains domaines, mais globalement, on est quand même vraiment, la différence est très grande par rapport aux époques antérieures. Elle progresse aussi ailleurs. Elle progresse dans beaucoup de pays du monde où elle a mis du temps à décoller. Donc on peut dire qu'il y a un motif d'espoir. On pourrait effectivement se dire que le mouvement est tout à fait positif. Ce qui m'inquiète, ce ne sont pas tellement des attaques idéologiques contre les droits des femmes, même si ces attaques peuvent exister. Vous avez mentionné le droit à l'IVG, effectivement. Ça dépend des représentations idéologiques, politiques des personnes qui sont au pouvoir, des partis au pouvoir dans chaque pays. Vous pouvez avoir des menaces sur certains droits liés au changement de majorité ou de conjoncture politique. Mais disons que si le monde continue tel qu'il est, oui, il peut y avoir des menaces, mais on peut aussi les contrer par des mobilisations contre. En Pologne, par exemple, récemment, eh bien, un pouvoir un peu plus conservateur a été remplacé par un pouvoir plus progressiste, donc on peut se dire que les droits des femmes vont être davantage défendus, bon, etc. Tout peut arriver. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe si on déstabilise le fondement matériel de ces droits. Parce que les idées sont importantes et elles ont en retour une influence sur le monde matériel, mais l'état matériel du monde, l'état matériel de la société, c'est une espèce de base, d'ossature
sur laquelle ensuite le reste peut se greffer. Et cet état matériel de la société, il dessine le périmètre des possibles. Il ne détermine pas mécaniquement la forme idéologique, les formes idéologiques qu'on va observer, mais il délimite ce qui sera pensable, ce qui ne sera pas pensable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une société où il y a une impossibilité matérielle pour l'égalité des droits, eh bien cette égalité des droits ne sera pas vraiment pensée, ni vraiment revendiquée. En revanche, dans une société, dans un état matériel de la société qui le permet, on va pouvoir avoir des gens qui se battent pour, on va avoir ces droits qui peuvent être octroyés, ou peut-être pas octroyés s'il y a mobilisation en face. Mais disons que c'est possible. Donc ce qui m'inquiète le plus, ce qui me semble représenter le danger le plus important pour les droits des femmes, c'est la désagrégation ou la fragilisation de cette infrastructure matérielle. Si cette infrastructure en vient à être déstabilisée, soit complètement effondrée, soit même juste sapée ou érodée, eh bien oui, là, il est... Alors, j'allais dire presque très probable, mais en fait, je pense certain que les droits des femmes vont être eux aussi remis en question. Tout simplement parce que nos représentations et les idées que nous avons suivent les conditions de notre existence. Ils ne les suivent pas immédiatement dans l'instant, on peut y avoir un décalage. Mais si nos conditions de vie sont remises en cause de façon durable, eh bien avec un décalage, on va avoir une remise en cause des droits des femmes. Et j'ai envie de pousser un petit peu le raisonnement sur d'autres époques. Certains écrivains conservateurs avancent d'autres épisodes historiques, comme l'époque de Louis XV, Louis XIV, où les favorites avaient un certain pouvoir. Enfin, les femmes n'avaient peut-être pas le pouvoir politique, mais on sait qu'elles avaient leurs armes à elles. Voilà, certaines femmes de la noblesse avaient des domestiques qui pouvaient être des hommes. Donc, qu'est-ce qu'il y a véritablement une guerre entre les sexes d'antan? Ou est-ce que, finalement, c'est l'un des aspects d'une sorte de lutte des classes? Sans parler vraiment d'intersectionnalité, je veux dire, est-ce que ça s'imbrique quand même? Alors moi, je ne parle jamais de guerre entre les femmes et les hommes. Et quand je parle de l'inégalité, j'évite en fait la composante intentionnelle. Je ne pense pas que cette inégalité procède d'une quelconque intention. Je l'ai dit, elle me semble être en grande partie le reflet des contraintes objectives qui pèsent sur le genre humain dans des conditions très primitives et dans toutes les sociétés pré-industrielles, d'une façon ou d'une autre. Elle se transforme, oui, tout de suite, en idéologie, en normes, etc. Mais à la base, il n'y a pas d'intentionnalité ou de complot, ou de malignité, ou ce genre de choses. En revanche, quand vous parlez de femmes qui ont pu avoir un rôle important au XVe siècle, sous Louis XV ou à d'autres époques, dans le domaine politique, dans le domaine spirituel, etc., c'est évident, bien entendu. En fait, l'inégalité entre les hommes et les femmes, elle est uniquement statistique. Elle existe du point de vue des groupes. Le groupe des femmes par rapport au groupe des hommes, en moyenne, a moins d'opportunités ou de droits ou de possibilités dans l'ensemble des sociétés qu'on a pu observer ou documenter. En revanche, des femmes, individuellement, bien entendu, ou certains petits groupes parfois, en fonction des circonstances, des conjonctures, bien sûr, ont eu de l'influence ou une influence très considérable. Si on prend une femme comme Aliénor d'Aquitaine, oui, c'est très très difficile de dire qu'elle était dominée par qui que ce soit. Si on prend une femme comme Jeanne d'Arc, eh bien, elle faisait la guerre à cheval, n'est-ce pas? Ce qui n'était pas le cas, mais ce n'était pas du tout le cas de la femme moyenne. Alors chez les hommes aussi, bien entendu, les conditions sont très diverses. Mais à classe sociale égale, à milieu social égal, collectivement, les femmes jouissaient de moins de droits et de moins de privilèges que les hommes. C'est tout ce qu'il faudrait dire en fait de cet état de fait. Il ne faut pas effectivement aller trop loin en imaginant qu'une inégalité signifie qu'il ne pouvait jamais y avoir de femmes puissantes ou de femmes qui avaient de l'action. En revanche, l'existence de ces cas ne prouve rien, en fait. Elle ne prouve rien du point de vue du fonctionnement global des sociétés. Ce n'est pas parce que Jeanne d'Arc était à cheval et qu'elle conduisait les armées de France à un moment donné que les femmes dans leur ensemble ont été joyeusement acceptées dans l'armée et nommées à des grades importants. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce sont des exceptions statistiques qui sont dues à une conjoncture particulière. Voilà, donc
l'idée de s'intéresser aux facteurs matériels, c'est effectivement quelque chose qui vous libère de la nécessité de penser à ces questions dans une optique morale. Est-ce que les hommes ont dominé parce qu'ils étaient mauvais? Est-ce qu'il faut dénoncer la mauvaise manière de penser, etc. Oui, une manière de penser accompagne un état de domination, mais non, à la base, il n'y a pas ça. À la base, il y a des fondements matériels, physiques, explicables, et justement, l'évolution de ces facteurs physiques nous permet de fonctionner différemment. Et c'est ça la bonne nouvelle, en fait. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'organiser différemment, mais pour ça, il faut qu'on organise différemment notre société physique, notre société matérielle. Et je reviens à la question que vous aviez posée tout à l'heure, parce que ça n'était peut-être pas très clair. Quand je parle du changement global des conditions matérielles de notre monde, auquel je pense, vous l'avez dit en introduction rapidement, oui, je pense aux crises systémiques qui menacent aujourd'hui notre monde matériel, en fait. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à un moment où ce monde matériel risque de se révéler à nous d'un autre côté, d'une autre façon. Nous sommes un peu habitués, dans les sociétés occidentales du moins, à ces courbes qui sont toujours en ascension. Cette croissance économique, ce confort matériel qui ne fait que s'accumuler, ou bon, il stagne aujourd'hui, mais finalement, il ne régresse pas tant que ça encore. Malheureusement, on fait face à une double crise, au moins double, et peut-être même plus que ça. Vous l'avez dit, la crise des ressources et la crise climatique. Et ce qui est intéressant avec ces crises, c'est qu'elles sont le reflet des mêmes dynamiques capitalistes qui nous ont permis de bâtir cette société matérielle de confort. Parce que c'est l'exploitation massive de ressources qui conduit à la raréfaction des ressources. Et c'est l'exploitation massive de ces mêmes ressources qui conduit à la déstabilisation de notre environnement, qui donc risque de nous confronter à un monde beaucoup plus chaotique, beaucoup moins confortable, beaucoup moins équipé que celui qu'on connaît aujourd'hui. Et alors, l'ensemble de ces crises que vous venez de citer, elles auront des conséquences pour la femme et pour l'homme. Dans votre livre, vous vous attachez vraiment à cette approche, à approcher le sujet via le féminisme, parce que vous formulez quand même une réponse une critique, une réponse. Il y a même un discours normatif sur le féminisme actuel. Quelles sont les positions adoptées? Alors justement, je me demandais, est-ce que vous avez aussi un avis sur la situation des hommes? Parce que si la femme retourne laver les draps parce qu'il n'y a plus d'électricité, l'homme ne reste pas consultant et redevient bûcheron. Donc est-ce que, même si justement on retourne à une inégalité, peut-être qu'il y aura un retour de rapport de force, voilà, si je suis votre raisonnement, est-ce qu'une condition reste quand même meilleure que l'autre, au fond? Je pense que si nos conditions de vie changent de façon sensible, pas juste un peu, mais vraiment sensiblement et durablement, l'ensemble des rôles sociaux vont être modifiés, effectivement. Les rôles des hommes, les rôles des femmes, toute la palette des métiers va se transformer. Un monde où on n'a pas accès à la même quantité d'énergie disponible au marché, c'est un monde qui fonctionne très différemment. Tout est modifié. Tous les processus de production industriels et surtout agricoles, les échanges ne sont plus du tout les mêmes et se raréfient très probablement. Un monde où l'énergie est moins disponible et où l'environnement est plus hostile, c'est très certainement un monde où la composante du travail manuel physique sera plus importante. Donc vous l'avez dit, oui, les métiers des hommes, bien entendu, se transformeront aussi. Je pense qu'une dégradation des conditions matérielles sera un défi pour tous, pour les hommes et pour les femmes. En tout cas pour nous qui sommes habitués à vivre dans cette société très, artificielle, pas du tout dans le sens péjoratif, mais dans le sens où nous sommes très protégés des contraintes naturelles de l'environnement assez violent qui est celui de la nature. Eh bien pour nous tous habitués que nous sommes à ce confort, s'habituer à de nouvelles conditions de vie ne sera pas facile. Il y aura certainement un moment de grand désarroi aussi, moral et très probablement politique d'ailleurs. Et l'adaptation sera progressive, certainement chaotique, voilà. Ça sera des temps complexes. Ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est que les hommes comme les femmes ont bénéficié du progrès technologique, du progrès économique, de cette transformation du monde matériel, les deux. Ce progrès nous a émancipés tous. Mais par rapport aux hommes, les femmes partaient de plus loin. Et elles partaient de plus loin parce qu'elles étaient, entre guillemets, victimes. Victimes, vraiment, je le dis sans aspect, sans connotation morale, vraiment au sens très, très, très premier du terme. Elles étaient victimes d'une double
suggestion, d'une double contrainte. Il y avait la contrainte naturelle qui pesait sur l'humanité en général, et puis cette contrainte, parce que les femmes engendrent dans leur corps et portent la charge de la reproduction, eh bien elles étaient inféodées à l'homme, quelque part. Elles avaient en plus cette infériorité par rapport aux hommes. Donc pour les femmes, ce progrès leur a permis de s'émanciper aussi de cette contrainte-là. Donc c'est un double mouvement pour elles. Leur niveau de vie s'améliore, les conditions de vie s'améliorent, et en plus elles acquièrent une autonomie qu'elles n'avaient pas avant. Encore une fois, un statut social égal, bien entendu, parce qu'une femme dans un milieu privilégié a beaucoup plus d'opportunités qu'une femme dans un milieu populaire, mais ça a toujours été. Mais un milieu égal, ça progresse. Et en miroir, inversement, une dégradation des conditions matérielles, eh bien, ça risque de produire le même effet, c'est-à-dire que les femmes tomberont plus bas parce qu'elles partent de plus bas. C'est-à-dire que cette double contrainte, elle risque de refaire surface. Parce qu'un monde plus manuel, un monde plus violent, un monde plus chaotique, parce qu'un monde où les ressources se raréfient, c'est aussi un monde où il y a plus de migration, il y a plus de lutte pour les ressources, c'est un monde certainement plus exposé à cette violence, y compris armée. Un monde aussi dans lequel l'accès à la santé devient plus compliqué, parce qu'un monde chaotique, un peu un effondrement en transition, c'est souvent un monde où tout se désorganise, et donc où la mortalité risque d'augmenter. Eh bien, c'est un monde dans lequel probablement on va avoir une pression vers le retour d'une forme ou d'une autre de la division sexuelle du travail, et donc où les femmes vont retrouver une certaine inégalité par rapport aux hommes. Alors, grande ou petite, prononcée ou légère, ça c'est une affaire de niveau, ça dépendra de comment ça va se passer. C'est pourquoi il est très important d'organiser cette transition le moins mal possible, pour que la dégradation reste un peu contenue et pour que nos conditions de vie ne se dégradent pas trop. Mais en cas de grosse dégradation, oui, c'est malheureusement quelque chose qui est vraiment déterminé par le spectre des possibilités qui nous sont offertes. En fait, il y a une espèce d'hubris ou de mépris pour les générations passées, d'imaginer que si nous étions placés dans les mêmes conditions, on aurait fait beaucoup mieux. Nous, on se serait organisés de manière égalitaire, on aurait pensé... Probablement pas, parce que dans ce domaine, il y a des verrous matériels qui empêchent une organisation très différente. On peut s'organiser plus ou moins bien, mais éviter la division sexuelle du travail dans des conditions où l'infrastructure industrielle n'existe pas, ou est très rudimentaire, ça me paraît très très compliqué. Et alors, j'ai envie de revenir sur votre approche globale. On a parlé d'une approche matérialiste qui est différente des féministes, enfin de celle des féministes très occidentales, qui ont des combats pas forcément hors sol, ce ne sont pas des choses futiles, mais on s'éloigne de plus en plus des choses les plus essentielles, entre guillemets. Et donc j'ai envie de parler avec vous un petit peu de ce qui vous pousse à avoir cette approche. Vous le dites dans votre livre, vous avez quitté l'URSS en étant enfant. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un effondrement ? Oui, vous avez raison. Mon histoire personnelle, sans doute, fait partie des choses qui m'ont sensibilisée à la question. C'est-à-dire que quand on est témoin soi-même de la fin d'une société, de sa désagrégation et de son organisation dans une forme différente, déjà on devient très sensible à l'idée que oui, une forme d'organisation sociale peut tout d'un coup se déstabiliser alors qu'on la pensait très solide, se déstabiliser et connaître une crise profonde et disparaître au profit d'une autre organisation, avec une série de troubles qui accompagnent ce changement. Donc effectivement, quand on lit les prévisions des climatologues, quand on lit les prévisions des spécialistes des ressources, et quand on essaie d'imaginer ce que concrètement ça va représenter pour l'organisation sociale, oui, ça me fait penser à cette époque de l'effondrement de l'Union soviétique, où on est passé d'une organisation, elle avait ses bons, ses mauvais côtés, etc. L'URSS sur le tard, je parle, celle que j'ai connue à la fin des années 70, les années 80, mais qui était une société qui se tenait, où les choses fonctionnaient d'une certaine manière. Et d'un coup, ça se désagrège. Et effectivement, ce qui vient à la place, c'est tout d'abord du chaos. C'est d'abord du chaos, c'est d'abord de la violence qui explose, c'est d'abord une explosion de la mortalité. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont arrivées alors même que, il ne s'agissait que de transformation économique. Il ne s'agissait pas
La Russie ne s'est pas trouvée coupée de l'accès aux hydrocarbures, elle ne s'est pas trouvée coupée du monde, au contraire, elle a été ouverte sur le monde, etc. Donc l'effondrement a été très partiel. En fait, dans le livre, je donne, parmi les exemples que je cite, les exemples qui peuvent aider à se représenter comment cette dégradation du monde matériel peut rejaillir sur la condition des femmes. Parmi les exemples que je donne, je cite les républiques d'Asie centrale, les ex-républiques soviétiques. Et je les cite parce que donc, ce sont des pays qui sont devenus indépendants et qui, à l'époque soviétique, avaient à peu près le même fonctionnement que le reste du pays, du point de vue matériel. On avait à peu près les mêmes conditions de vie qu'ailleurs. Et qui, quand elles sont devenues indépendantes, ont connu vraiment un bond en arrière, plus important peut-être que certaines autres parties de l'URSS. Je cite notamment le Turkménistan, qui est un pays qui a connu à la fois vraiment une baisse de sa production industrielle, qui a connu le retour du religieux, qui a connu une déstabilisation de ses systèmes de santé, etc., avec une augmentation de la mortalité infantile, et une infériorisation accrue des femmes. Donc le statut des femmes dans ce pays s'est vraiment dégradé avec ce mouvement. Et encore une fois, ce n'était là non plus pas un effondrement total ni complet. Hein. Le pays continue à être alimenté en énergie, et il y a toujours les réseaux de distribution de magasins, ça qui existent. C'est pas un effondrement total. Néanmoins, on voit comment la dégradation durable, assez durable, déjà, voilà, on a 3 décennies de recul, les conditions de vie peuvent avoir des effets sur la vie de la population et sur ses rapports entre les hommes et les femmes. Après, il y a le facteur religieux aussi qui joue son rôle, parce qu'il y a une résurgence du religieux assez importante. Mais la religion elle-même n'est pas indépendante des conditions de vie. Donc, si on a les petits-enfants qui recommencent à mourir, il est fort à parier que les églises, les synagogues, les mosquées seront remplies. Parce que l'être humain n'est pas vraiment préparé à faire face à ce genre d'événements sans recevoir une consolation ou une autre. Donc tous ces phénomènes risquent d'être en fait concomitants. Donc le retour du religieux, le retour des choses peut-être plus conservatrices, plus violentes, plus autoritaires, c'est aussi des choses qu'on risque de revoir à la faveur de cette déstabilisation et du chaos qui peut s'en suivre. Enfin, face à ce constat, alors vous dites, il ne faut pas être trop alarmiste, mais il ne faut pas être dans le déni. Oui, il faut essayer de trouver une position réaliste, nuancée. Vous essayez d'apporter des solutions et notamment une idée selon laquelle les femmes devraient investir dans des domaines où elles sont absentes, comme les sciences, la technique. Pourquoi cette idée et finalement pourquoi est-ce qu'elles sont absentes actuellement ? Oui, en effet, vous l'avez dit, il y a un petit aspect normatif dans mon propre livre, donc je me contredis moi-même, mais c'est comme ça, ils sont tous un peu contradictoires. C'est-à-dire que j'essaye de passer en revue en fait les mouvements féministes actuels pour se demander si ce problème qui moi me semble essentiel, est-ce qu'il est présent dans leur esprit ? Il me semble que pas du tout, parce que ce sont des mouvements qui sont complètement concentrés sur le présent, et leur lutte se concentre sur les imperfections de l'égalité entre les hommes et les femmes dans nos sociétés aujourd'hui. Certains de leurs combats sont tout à fait justifiés, d'autres me semblent personnellement très accessoires, mais ils sont tous concentrés sur la situation présente. Il n'y a pas de projection dans l'avenir, il n'y a pas d'idée qu'il faut se préparer à une situation qui peut changer du point de vue matériel. Et ça me semble être une grande erreur. Parce que le schéma qui marche dans les combats féministes actuels, c'est le schéma on découvre une imperfection ou un droit qui n'est pas respecté, on le dénonce. On dénonce si possible les coupables, on leur fait honte, et on insiste sur la nécessité de changer la législation, ou d'inventer de nouveaux outils répressifs, ou juste de changer les mentalités par la répétition. C'est un schéma qui marche pour certains domaines, pour certains problèmes d'aujourd'hui, mais il est totalement inopérant par rapport aux problèmes beaucoup plus massifs, à mon avis, vraiment on change d'échelle, qui me semblent les plus menaçants, les plus dangereux pour les droits des femmes, sur lesquels je me concentre. Pour ce qui est de la stabilité de notre monde matériel, réclamer de nouveaux droits ou désigner des coupables n'a absolument aucun effet. Je donne un petit exemple qui est parlant, le droit à la contraception, on peut réclamer qu'il soit respecté, etc. C'est très bien dans le monde d'aujourd'hui. Mais si demain notre monde matériel est déstabilisé, qu'il n'y a plus la pilule, parce que la pilule, avant d'être un droit, c'est un produit.
C'est un produit qui, pour exister, a besoin du monde de la recherche, il a besoin de l'industrie, il a besoin que l'usine qui le produit existe, il a besoin d'être produit à grande échelle parce que les femmes sont nombreuses. Ensuite, il a besoin d'être distribué par un réseau de transport efficace. Et tout ça, ça demande quoi? Des matières premières, ça demande de l'énergie, ça demande un système économique qui marche. Et souvent, ça demande beaucoup d'importation et d'exportation avec des pays étrangers. Donc, toutes ces choses qui risquent d'être déstabilisées dans le processus de la transition. Donc, si on n'a plus le produit, on a le droit, mais c'est un droit vide. Donc, j'essaie d'appeler l'attention sur la nécessité de ne pas se limiter uniquement au combat pour les droits, parce que les droits, c'est bien, mais les conditions des droits, c'est encore plus important. Et les conditions des droits, eh bien, c'est la stabilité de ce monde matériel. Stabilité qui sera de toute façon remise en cause avec les crises qui arrivent, mais qu'il faut s'efforcer de canaliser. Il faut canaliser cette transformation, cette transition vers un nouveau monde, un nouvel état matériel du monde, en évitant le plus possible la casse. Et pour éviter la casse, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut travailler sur les ressorts matériels qui seront les plus importants. Donc la pharmacologie, avec les médicaments, les machines-outils, les nouvelles énergies, ou anciennes, ou bref, de nouvelles formes d'énergie. Je ne parle pas uniquement des énergies renouvelables, des nouvelles façons de faire fonctionner les machines dans un environnement plus pauvre en énergie. La relocalisation de la production pour pouvoir avoir des choses à sa disposition pas trop loin, parce qu'une économie mondialisée, c'est très bien quand on a beaucoup de pétrole. Et quand on en a moins, ce n'est peut-être pas le plus efficace. Si la pilule est produite en Chine, ça nous fera une belle jambe, encore les Chinois ne l'exporteront plus, etc., etc. Et donc tous ces domaines, dont beaucoup sont scientifiques et techniques, me semblent absolument essentiels. Donc les femmes qui ont envie d'agir en faveur d'un avenir égalitaire préservé, à mon avis, doivent avoir à cœur de s'investir dans ces domaines, de s'investir personnellement, parce que c'est en s'investissant dans ces domaines qu'elles agiront concrètement pour la sauvegarde de cette infrastructure qui leur permet d'être libres. Garantir leurs conditions et surtout la condition de leurs filles et des filles de leurs filles. Donc voilà, c'est quelque chose qui me semble important tant du point de vue du fonctionnement global de la société que comme démarche personnelle en fait. Si on veut avoir vraiment conscience qu'on agit pour l'avenir, travailler dans ces domaines, travailler sur ces ressorts physiques me semble presque plus important que de militer pour des droits. Parce que les droits, ça vient et ça passe. Mais si on enlève les conditions matérielles qui les rendent possibles, on sera même pas, voilà, on ne pourra même pas se battre pour. Le droit lui-même peut-être ne cessera d'être pensable ou pensé. Donc c'est un problème d'échelle en fait. Je ne nie pas l'importance de certains combats, ni la pertinence des outils actuels qui sont utilisés. Je pense juste que nous sommes là devant un défi d'une toute autre nature. Je compare ça dans mon livre avec la comète qui fonce sur la Terre avec le film de Oxocat. Voilà, on est dans des discussions qui nous concernent, puis il y a quelque chose de très important qui arrive. Et il me semble oui, qu'on ferait tous bien de s'y intéresser. Et les femmes qui ont ce désir d'égalité chevillée au corps, elles devraient être parmi les premières à y penser. Merci beaucoup, Vera Nikolski. Merci à vous pour l'invitation. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Féminicène, qu'on vous mettra en description et on vous invite à le lire. Merci à vous.